RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le maître Yodu, la légende, Johan Durand qui est là avec moi. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Oui, parce que pour vous dévoiler une coulisse, il ne répond plus à son nom ou à son prénom, seulement à légende. Oui, voilà, Donc exactement. si vous le croisez dans la rue, appelez-le légende. Voilà. Appelez-le légende. J'ai déjà assez de surnoms comme ça suffit. C'est vrai que ça devient dingue ces surnoms. Ça fait beaucoup. Ça me permet de vous remercier pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, le club RMC Running notamment. Merci à tous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Comme ça, vous êtes alerté dès qu'un épisode tombe et vous pouvez l'écouter directement. Je précise également que l'opération Valencia est lancée. Donc là aussi, allez la retrouver sur YouTube, la chaîne RMC Running ou sur les plateformes de téléchargement. Et aujourd'hui encore, on vous réserve un épisode passionnant. Comment optimiser son potentiel grâce à la data? Comment l'analyse de vos données personnelles peut vous guider? Pour en parler avec nous, un cador, il est là, à mes côtés. Joseph Mestrallet, ingénieur de la performance. Salut Joseph. Salut, comment ça va? Bah ça va, on est content que tu sois là en studio en plus. Donc tu as plein de choses à nous apprendre et on va vraiment se régaler à t'écouter. Je précise que tu es celui qui a accompagné les deux derniers vainqueurs de l'UTMB, hommes et femmes. Tom Evans et Ruud Croft, c'est toi qui les as accompagnés dans la performance, donc tu vas nous raconter tout ça aussi. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, ouvrez le tableur Excel aussi, on va analyser vos données aujourd'hui. RMC Running. Je vais te dévoiler une coulisse, une autre d'ailleurs, Joseph. On a envoyé le grand Johan Durand à l'UTMB, il a enregistré des épisodes RMC Running. On a vu ça. Et en rentrant, il nous a dit, putain les gars, il y a un gars qu'il faut faire, c'est Joseph. Joseph, il faut l'inviter, Joseph, c'est un cador, il faut qu'il nous raconte tout ça. Yodu, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Ouais, moi j'avais eu l'opportunité de le rencontrer au salon du running lors du Run Experience pour le marathon de Paris sur justement une thématique sur les datas. Et quand j'ai vu qu'il avait gagné hommes et femmes, j'ai dit là, il faut absolument qu'il vienne nous en parler parce que voilà, là c'est le moment. Ouais. Alors tu sais, les supporters de foot, les supporters parisiens se considèrent champions d'Europe. Est-ce que toi tu te considères vainqueur de l'UTMB? Non, pas du tout. Non. Honnêtement, non, mais c'est un truc que je répète à chaque fois et je pense que les médias l'ont un peu mis de manière trop en avant. Mais honnêtement, c'est les athlètes qui courent. Nous, on est juste des petites parts de la performance. Donc c'est sympa, etc. Mais c'est eux qui sont. Est-ce que tu ressens malgré tout une fierté quand un athlète que tu accompagnes va chercher un objectif comme celui-là? Ça doit être dingue. Oui, 200%. Enfin, c'est un peu même dans ma bucket list que je m'étais mis dans ma carrière à réaliser. Et c'est vrai que aider un athlète à gagner une médaille d'or olympique ou d'aller gagner un UTMB, c'est des choses qui sont extraordinaires à vivre. Oui, bien sûr. Les émotions, on imagine quand tu as suivi la course, les deux courses en direct d'ailleurs, ça devait être complètement fou. Parle-nous justement de ton parcours. Tu es diplômé d'une école d'ingénieur, tu as fait un master en entrepreneuriat à HEC, ensuite tu as consacré ta thèse à l'usage de la donnée dans le sport, donc tu étais déjà prédestiné et tu es donc devenu ingénieur de la perf. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs? Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de terme parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire performance scientist. C'est vraiment un mix entre un data scientist, donc qui est vraiment orienté data, et un sport scientist qui est vraiment orienté métier. Donc vraiment, j'ai essayé de prendre le meilleur des deux. Tu te concentres sur les sports d'endurance? Ouais, je dirais sport d'endurance et sport outdoor. Endurance parce que c'est tout ce qui est physiologie et filière énergétique. Et outdoor parce que on est très bon sur la compréhension des paramètres extérieurs. C'est un domaine nouveau, tu viens de nous le dire. Est-ce que ça veut dire que la marge de progression pour les élites et les amateurs, elle est encore immense? Le champ des possibles est infini. Moi, je pense qu'on peut vraiment aller loin. Bon, ça dépend justement de certains sports qui sont quand même poussés à fond. Le vélo, la Formule 1, ils ont quand même beaucoup d'avance. Le vélo est très en avance, ouais. Ouais, parce que ils ont une démarche de professionnalisation qui est vraiment avancée depuis de nombreuses années. En trail, pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'on réussit à aller chercher encore des gains marginaux. C'est un sport jeune, c'est sûr. Là, tu as avec toi un athlète qui a 20 ans de carrière professionnelle. Tu y crois à ça aussi, toi, Johan? Parce que l'évolution et l'amélioration des chronos moyens est hallucinante, mais finalement, il y a encore beaucoup de possibilités. Là, il y a eu l'apport technologique avec les fameuses chaussures à plaque carbone et avec les mousses révolutionnaires. Mais Johan, tu penses que l'analyse de ces datas, ça peut encore aider à progresser et à avancer justement dans les records? Ouais, complètement, ouais. Je pense que c'est vrai que même depuis quelques années, au-delà des chaussures à plaque de carbone, ce qui est dingue, moi, par rapport à quand j'ai commencé l'athlé, c'est l'arrivée des montres, l'arrivée de toutes les mesures et de toutes les analyses qu'on peut faire, que ça soit dans ton sommeil, dans ta vie perso. Tu vois, moi, à l'époque où j'ai commencé, j'avais une montre qui faisait chrono et un cardio-fréquence-mètre.
et T'as ça vu comme il s'arrêtait est là. Tu vois, vieux, on n'avait pas Joseph? on n'avait pas les, non, mais on n'avait pas les, t'imagines, ouais, on n'avait pas les GPS, on n'avait Ah pas ouais. toutes ces infos, on n'avait pas le profilage, on faisait pas les lactates encore. Effectivement, donc ta charge d'entraînement pour la quantifier, savoir si tu avais besoin de récupérer, c'était vraiment à ton jugé, tu vois. Donc moi, j'ai eu cette chance-là d'être éduqué par rapport à ton ressenti, tu vois, ton ressenti perso, à ce que j'avais besoin, des choses comme ça. Et aujourd'hui, le fait d'être accompagné avec des choses qui sont ultra poussées, bah, forcément que ça aide les athlètes à performer et de choisir après ces stratégies. On en parlera dans les stratégies de course. Mais c'est pour moi, que ce soit sur marathon et encore plus vrai en ultra, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper, sur la stratégie, sa stratégie de ravitaillement, sa Eh oui. stratégie de comment gérer ses allures, son pacing, sa course, c'est ultra, ultra important, ouais. Tu compares ton métier à du codage informatique? Oh, C'est à peu près ça? complètement ça, C'est ouais. exactement Ouais. ça, ouais. En fait, c'est les outils que j'utilise pour en fait avoir beaucoup de finesse et permettre justement d'accompagner mes athlètes. Ouais. Le champ de données est immense, hein. Plus de 50 données, je crois, analysées, c'est ça? Ouais, 50 champs de paramètres et c'est ça qui est puissant. Et le but, c'est moi d'aller en rajouter au fur et à mesure pour affiner encore plus mes Ah modèles. aussi, ouais, t'arrives Ouais. à... Bah, Ok. j'ai commencé avec trois paramètres et au fur et à mesure d'adapter, de dire ah mais est-ce que la température, est-ce que la vitesse du vent, etc. Et en fait au fur et à mesure c'est comme ça qu'on vient vraiment jouer. On parlait de ton accompagnement de Tom et de Route pour l'UTMB. C'est un accompagnement qui a duré combien de temps? Tu les as aidés combien de temps avant l'UTMB d'ailleurs? Pour Roof, c'était depuis 3 ans, depuis l'UTMB 2022. Ah oui, d'accord. Donc en fait, mais c'est marrant parce qu'au début, j'ai réussi à prendre un peu plus de légitimité. Donc au début, je lui ai juste donné son plan de pacing le jour de la course pour l'UTMB 2023, pardon, qu'elle n'a pas couru parce qu'elle est tombée malade. En 2024, j'avais accompagné beaucoup plus parce que justement, j'avais réussi à prendre plus de données. Et en 2025, là pour le coup, j'étais vraiment au contact du coach. Et Tom, je l'ai accompagné juste sur l'année, juste après son UTMB qu'il a abandonné l'année dernière. Et en fait, j'ai passé, j'étais 3 ou 4 fois par semaine au téléphone avec son coach justement pour essayer de comprendre. Et donc, j'ai eu un rôle de plus en plus prégnant en fait dans cette équipe de performance. Parce que c'est un lien de confiance très fort. Là, tu parles à des athlètes de très haut niveau. Nous, on en connaît avec Johan des trailers de très très haut niveau. On a eu la chance de recevoir Kylian Jornet qui lui est vraiment un précurseur. Il nous parlait qu'il avait, là, quand il est venu il y a 2 ans, il nous a expliqué qu'il avait le même tableau Excel que lorsqu'il a commencé à l'adolescence. Donc, il est toujours en train de rentrer ses données. C'est quelque chose qui l'a toujours fasciné. T'en as d'autres qui font beaucoup plus au ressenti, au feeling. Il y a des profils un peu différents. Moi, je pense à Ludo Pomeray, je pense peut-être à François Daen qui est un peu différent aussi. Ce lien de confiance, il faut l'établir. C'est pas facile au début parce que tu as d'un côté l'instinct du coureur et de l'autre les données qui, toi, peuvent te donner des infos contraires en fait. Ouais, bien sûr. Du coup, 2 réponses pour ça. La première, c'est d'être coureur soi-même. En fait, on peut pas être bon si on n'est pas coureur parce qu'en fait, on va passer à côté ou donner des éléments. Enfin, même dans la légitimité qu'on va construire, c'est tout bête, mais il faut parler des derniers résultats. Tom, quand il me demande mon avis ou mon prono sur le vainqueur de Western State, c'est aussi pour me tester, je pense, pour voir si je connais bien, si je maîtrise bien, etc. Enfin, même en vrai, de savoir exactement qui sort avec qui dans le monde du trail, etc. Ouais. En fait, ça permet de montrer qu'on a cette connaissance extrêmement précise, qu'on s'intéresse, qu'on est du milieu un petit peu. Donc ça, c'est des choses qui sont tu mets du social dans de la donnée aussi. Ah oui, non, mais je le redis, mais tout le temps, c'est fondamental. Et honnêtement, je pourrais pas être bon s'il n'y avait pas cette notion de confiance à ce niveau-là. Je pense que le deuxième élément sur la confiance, c'est le fait d'arriver à un moment où ce soit eux qui aient besoin de moi. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Je rêvais de bosser avec Tom, mais depuis des années, parce qu'il avait énormément de points communs. Il était très discipliné, ça en était très de boule. Enfin, il avait une prestance, il était militaire, etc. Et en fait, je me dis, si je vais le voir, il va me dire, mais c'est qui ce gars? Il a 26 ans, ça m'intéresse pas. Et en fait, j'ai attendu. Et en fait, à l'UTMB, quand il abandonne, 2 jours après, il m'appelle. Il me dit... C'est lui qui te contacte, hein, on le précise d'ailleurs. J'ai besoin de toi pour gagner l'UTMB, c'est ce qu'il te dit. Il me dit, en fait, on a le même coach, le même avec Roofcroft. Donc, c'était vraiment les 2 coureurs. On a le même coach, le même plan d'entraînement, les mêmes forces et faiblesses. On a fait le même stage en altitude. On a gagné les mêmes courses. La seule différence qu'il y avait entre elle et moi, c'était toi. Donc, est-ce que tu peux rejoindre mon équipe? Et en fait, du coup, ça crée un besoin, une réelle demande. Du coup, c'est beaucoup plus facile justement de créer cette confiance. Parce qu'il y a un risque, moi je pense à l'athlète, Johan, c'est de devenir dépendant de ses données et de ses conseils. C'est ça aussi, c'est de ne plus s'écouter et de se dire, je fais confiance les yeux fermés à ce qu'on me dit de faire en fait, tu vois.
Ouais, ça c'est le risque. Après, c'est une relation de confiance aussi, tu vois? C'est quand si, Joseph dit à l'athlète, par exemple: «Bah, là, moi, dans mes données, tu es fatigué, il faut faire sauter la séance parce que les tests sont pas bons, parce que physiologiquement, je vois que tu es au bout». Bah, c'est une relation de confiance, donc l'athlète, il faut qu'il, même s'il en ressent peut-être pas tu vois, des fois, on te frustre, on te bride un peu, tu vois? Des fois, tu as envie de tout le temps t'entraîner dur et par moment, le coach, il te dit: «Non, là, il faut récupérer parce que je vois que, les tests à HRV sont pas bons» ou autre, n'importe quoi, ou «Tu es déshydraté, ça fait 2 jours, tu as mal dormi, on voit sur les tests d'hydratation, tu es pas bon, sur l'HRV, tu es pas bon». Ben là, il faut faire confiance, justement, c'est une histoire de confiance. Mmh. Et oui, alors après, effectivement, tu perds un peu ton feeling d'athlète de ce que je parlais tout à l'heure, d'être un peu trop demandeur et gourmand avec ses datas. Mais quand ça fonctionne, quand ça marche et qu'il y a une relation de confiance qui est installée, bah là, tu peux pas aller contre ça, ouais. Quelle est la part d'autonomie d'un athlète dans ce que tu lui proposes? Il reste libre de choisir. Moi, je fais des propositions ou je fais des propositions au coach et après, on l'envoie ensemble. Mais honnêtement, ce que dit Johan, je suis 100% d'accord avec. Il faut. En tout cas, moi, je pense que c'est ma vision des choses et je pense que c'est pour ça aussi que je suis bon dans mon métier, c'est que je suis pas seulement data. Donc en fait, je viens prendre des données de RPE, je viens lire justement tous ces commentaires chaque jour sur sa séance. Ça ne te gêne pas d'aller contre une donnée que tu trouves? Non, au contraire, justement, je prends l'exemple inverse de ce que tu viens de dire, Johan, c'est quand les données vont dans le bon sens et on pourrait faire cette séance, mais je remarque que ça fait 3 jours qu'il y a un commentaire en mode ouais, je me suis engueulé avec ma femme, ça va pas bien. Bah, ça, c'est des trucs où je me dis, ok, bah là on fait sauter la séance, on va à l'encontre des données parce qu'il y a une partie de feeling qui est quand même super importante qui est pas bien. et c'est fondamental. Mais Voilà. c'est ce qu'on dit tout le temps, nous, dans les conseils d'entraînement, c'est de tenir compte aussi du contexte professionnel et personnel. C'est-à-dire que lorsque vous avez des contraintes familiales ou professionnelles, il faut en tenir compte dans votre entraînement. Vous n'allez pas avoir le même entraînement si vous êtes en vacances ou si vous avez repris le boulot au mois de septembre. Quoi. 200%. Ouais. C'est ça, donc il y a forcément des différences. Toi qui es un spécialiste, tu penses que tous les records vont tomber? Je pense au record du marathon. Est-ce qu'on passera sous les 2 heures au marathon rapidement, par exemple? Oui, sérieusement, honnêtement. C'est sûr et certain parce qu'en fait, on est en train de s'entraîner de plus en plus fort, on est en train de découvrir. Moi, quand je parle de data, c'est pas que de la data, mais en fait, c'est la scientifisation aussi de l'entraînement, sur la nutrition, la prépa mentale, la kiné. Rien que le fait, un truc mais que moi je trouve énorme, c'est il y a la nutrition, mais il y a aussi le fait de s'entraîner en fait depuis qu'on est de plus en plus jeune. Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc qui revient très souvent, c'est par exemple Kylian Jornet, c'est le meilleur trailer de la planète, etc. Mais il a commencé à s'entraîner quand le trail était pas connu du tout. Bien sûr. Donc en fait, on a 2008, ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, on a eu la chance, un coup de chance statistique, que quelqu'un de très très fort soit tombé avec un environnement propice à l'entraînement. Mais moi, je suis persuadé, c'est ce que je dis à chaque fois, qu'en France, il y a un DAF ou un expert comptable qui est meilleur que Kylian Jornet, mais c'est juste, il s'est jamais entraîné comme Kylian Jornet pendant toutes ces années, et du coup, il n'a pas pu Tu veux avoir dire l'occasion. qu'en termes de potentiel, il y a Exactement. peut-être un gars en France qui fait complètement autre chose, qui a peut-être un potentiel Il nous supérieur écoute à pas, celui de alors Kylian. s'il nous écoute. Non, mais c'est fou ce que tu dis. Non, En mais fait. je pense honnêtement, enfin, c'est vraiment c'est une règle statistique. En fait, maintenant que le trail est devenu connu, il va avoir 100 fois plus ou 1000 fois plus de jeunes qui vont se dire ok, bah, je vais aller. Mais c'est pareil, par exemple avec Verstappen, on en parlait là dans le week-end sur justement la Formule 1, les académies de jeunes. Moi, je suis persuadé qu'il y a 1000 personnes qui sont plus forts que Verstappen, c'est juste qu'ils n'ont pas commencé le karting il y a 4 ans. Après, tu as des freins financiers Non, sur voilà. la Formule 1 qui sont La plus F1, compliqués à lever. Ouais. Mais du coup, ça, typiquement, je pense qu'on va vraiment se pousser, on va être beaucoup plus intelligent. Là. Le fait de manger plus de glucides, c'est quelque chose qui a 3 ans, 4 ans. Les plaques carbone, il faut aussi s'habituer à courir avec, etc. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont exploser. Est-ce que, à travers ton métier, parfois, tu fais des pas en arrière sur des certitudes que tu avais acquises? Oui. Tout le temps. En fait, nous, ce qu'on vient faire, c'est d'essayer de comprendre le corps humain, donc d'essayer de comprendre la physiologie, d'essayer de voir comment est-ce que la théorie fonctionne. Et en fait, moi, je suis persuadé que la compréhension qu'on a du corps humain actuellement, elle est très erronée par rapport à ce qui se passe vraiment en termes de les principes de zone. Les principes de zone, on est en train de revenir un petit peu là-dessus. Les zones, c'est les zones de fréquence cardiaque? Exactement. Ou de poussée d'entraînement? Zone d'entraînement, oui. Rien que par exemple sur la nutrition à l'effort, il y a eu du coup des théories qui ont été développées qui marchaient très bien et en fait on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément si bon que ça. Et du coup on parle justement moi je parle de mode en vrai parce que c'est poussé par la science, c'est la compréhension à l'instant T justement du corps humain, mais en fait ça reste une compréhension qui est incomplète et du coup c'est intéressant de se positionner là-dessus. Les pastilles de sel des coureurs cyclistes en 70, c'était pas une bonne idée quoi. Dans la montée du Ils buvaient de l'alcool, non? Ils se requinquaient avec un verre de cognac. Non, le sel pour le coup si. Mais sans eau c'était peut-être limite quoi. Mais
c'est vrai que les bouteilles de vin rouge dans les années 40. Voilà, C'est dans ça. le dos. Sur l'UTMB, parce que j'étais sur les records avant de passer justement à la thématique pure et dure, pareil, tu penses que l'UTMB, on se rapprochera des 19h et qu'on sera peut-être sous les 19h? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah, mais je pense que les 19h vont. Moins de 19h pour faire l'UTMB. Mais en vrai, c'est pas déconnant parce que, en fait, pour l'UTMB encore plus que les records sur route parce qu'il y a tellement de choses à optimiser Ouais, c'est et ça. notamment, Oui. pour le coup, le pacing, c'est fondamental en fait. On Le peut pacing, vraiment- c'est l'allure. Hein. Exactement. Donc Ouais. c'est l'allure à laquelle on part. Est-ce qu'on va partir fort? Est-ce qu'on va partir doucement? Sur un marathon, c'est important Ouais. mais c'est très linéaire en fait parce qu'il n'y a pas de vent, parce que c'est tout plat, etc. Mais sur un UTMB, je pense que rien qu'en étant intelligent sur le pacing, on peut gagner 25 à 30 minutes sur une course comme ça. Donc oui, effectivement, les 19h vont sauter. Et ça fait partie de ton apport parce que tu vas conseiller à tes athlètes de ne pas partir trop vite, d'accélérer sur certaines portions, là de ralentir, d'avoir une fréquence bien précise sur une ascension, ensuite de calculer aussi sur une descente de col. Allons-y sur les conseils généraux pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est ça qui est passionnant à étudier avec toi. Est-ce qu'on a tous un socle commun ou est-ce qu'on a tous de grandes différences pour l'analyse des datas? On est tous des hommes, donc on a tous un fonctionnement. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes d'ailleurs? Oui, bien sûr. Ah, Mais il y a aussi plus de différences entre certains hommes, enfin entre eux, par rapport à certaines femmes. ok. Donc pour le coup, il faut prendre en compte la différence féminine. Donc ça, elle est fondamentale et c'est ce qu'on fait justement pas mal avec Rouf. Mhm. Mais il y a aussi des grosses différences entre les hommes. Rien que les seuils, en fait, c'est juste phénoménal ce qu'on voit comme différence à ce niveau-là. Quelles sont les données prioritaires que tu étudies? On a dit 50 champs de données, mais il y a des données qui reviennent beaucoup plus fréquemment que d'autres et qui sont, quoi qu'il arrive, des points de repère dans ton calcul? Ouais, bien sûr. Du coup, on a eu la chance de faire un pop-up lab. Donc, Ouais. À Paris, ouais, bien sûr. C'est très à la mode à Paris de faire Ouais. des pop-up. Et il y en a un stores, autre qui etc. va arriver d'ailleurs au mois de novembre, tu me l'as dit. Exactement. Ouais. 1er de novembre, justement, en fait, c'est un peu pour démocratiser l'accès à la donnée, etc. Et du coup, on vient récupérer les données les plus fondamentales pour aider justement les gens d'avoir un socle pour s'entraîner correctement. Concrètement, c'est un test VO2 max, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais en fait, quand on dit test VO2 max, on vient chercher bien d'autres choses Ouais, que, bien sûr, que bien juste sûr. la VO2. La VO2, c'est une donnée qui est intéressante. Je pense pas que ce soit le facteur le plus déterminant de la performance. Mais ensuite, on vient justement cibler les seuils. Et c'est super drôle parce que en fin de journée, on a eu 2 sœurs qui viennent se faire tester. Donc elles viennent, on fait le test, etc. Je récupère les fiches et je leur fais leur débrief. Et donc à peu près la même VO2, à peu près le même SV2, donc le seuil 2. Et par contre, un seuil 1, mais à 10 ou 15 BPM de différence. Ah ouais? Et du coup, c'est trop marrant de voir. Comment tu l'expliques? Parce que déjà, on est tous différents. Et je pense que la première, qui était un peu plus âgée, avait fait beaucoup plus d'entraînement à basse intensité, donc ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Et du coup, elle avait réussi à bien travailler ça. Alors que l'autre, elle faisait que des courses à fond. Et du coup, elle n'avait pas créé sa base pour justement réussir à pousser un petit peu son SV1. D'accord. Johan, t'en fais encore les tests VO2 ou tu en fais plus? Non, là, il y a longtemps que j'en fais à fond romeu quand je suis en altitude pour déterminer justement mes allures en fonction de la forme où j'en suis. Tu vois, là, typiquement, l'année dernière, j'étais en reprise, j'ai fait ma reprise là-haut et pour connaître bien mes allures, j'avais fait les tests là-haut. Et oui, alors, je dois le faire même pas une fois par an, mais vraiment qu'en altitude, quand je connais pas mes données, que je connais pas mes allures, que je suis un peu en reprise et que je veux pas faire d'erreur à travailler justement sur les bons tempos, sur les bonnes allures, à la bonne FC, surtout dans un environnement différent, puisque faut remonter à 1850 mètres. Donc je le faisais à ce moment-là. Mais sinon, à la maison, non, je connais, quand tout roule et que tout va bien, je connais mes allures et je connais mes zones, ouais. Ça évolue forcément avec le temps ou quoi qu'il arrive, Johan, ce sera des évolutions mineures? Il a 40 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il fait du marathon. Aujourd'hui ou actuellement? Non, il y a quelques mois. Ouais. J'étais à 2 doigts de lâcher un joyeux anniversaire. C'était au mois de mai. Non, effectivement, si ça évolue dans le temps, forcément, ça évolue beaucoup en fonction des conditions, et notamment le fait de partir en altitude. En fait, je pense que c'est vraiment hyper intéressant de le faire. Non, ça évolue avec l'âge, forcément, on va perdre un peu de VO2 si on n'arrive pas à bien l'entretenir. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler ces 2 seuils. Je trouve que c'est assez cool ce que tu dis, Johan, et ça montre aussi que l'expérience, en fait, ça remplace un peu la donnée aussi d'une certaine manière. Et en fait, je trouve que la data et la donnée, les sciences, les capteurs, c'est quelque chose qui est super intéressant pour réussir à mieux se connaître. Mais en fait, une fois qu'on les a fait, etc., on se connaît super bien et en fait, on ressent tellement bien son corps qu'en fait, on n'a pas forcément autant besoin de choses. Donc c'est un bon exemple en fait du fait que
on peut en faire quand on est jeune, etc., pour se calibrer, mais après, l'expérience vient donner des informations super intéressantes. Parce qu'après, quand on a l'habitude de courir comme ça, on sent au ressenti quasiment dans quelle zone d'allure on est, par exemple, avec la fréquence cardiaque, avec tout ça. Enfin, Johan, je suis sûr que tu le mets sans montre. Oui. Il se met à courir, il sait à peu près à quelle allure il est. Bien sûr, ce qui est assez dingue d'ailleurs. Entre 3,30, 3,15 ou 3, il saura exactement où il est, dans quelle zone pour lui. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même en termes de lactate, donc on fait pas mal de tests lactate avec les athlètes. C'est le test du sang, je précise. Exactement. Donc en fait, on prend une petite gouttelette de sang pour aller récupérer un des marqueurs de fatigue ou du fait qu'on soit poussé. Et c'est drôle parce qu'on le fait au début avec les athlètes, donc on récupère tout ce champ de données. Et en fait, quand on passe à une deuxième année ou une troisième année, on leur dit voilà, maintenant je te montre pas la valeur, tu vas la deviner. Et en fait, ils doivent deviner la valeur qu'ils ils y arrivent souvent. Et en fait, ils s'approchent de plus en plus. Et à partir du moment où en fait, ils sont trop bons dans la précision, je leur dis on n'a plus besoin du capteur. Et en fait, on a réussi à remplacer le capteur par l'expérience. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Quelle est la clé alors ? La clé pour progresser, pour optimiser son potentiel grâce aux data, qu'est-ce qu'on analyse ? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant ? Est-ce que c'est toujours ce lieu commun, ce conseil majeur de faire attention au ratio charge-récupération, comme ça, pour quoi qu'il arrive, progresser et surtout éviter la blessure qui est la hantise de tous les coureurs ? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a deux réponses à faire suivant si tu es un athlète élite ou si tu es un athlète amateur. Sur l'athlète élite, effectivement, je pense que on s'entraîne, tout le monde s'entraîne trop. Et c'est ce que disait Johan à propos on est trop gourmand sur l'entraînement. Honnêtement, c'est trop facile de s'entraîner 200, 250 km par semaine parce que en fait, on fait que ça de la journée, on se sent bien, etc. Donc voilà, il faut surtout. C'est une erreur. C'est une erreur, bah oui. Enfin, ça dépend aussi de la personne, etc. Mais en fait, je dis juste que c'est facile de s'entraîner trop. Et du coup, en fait, il faut s'entraîner bien, et du coup souvent quand on travaille avec des athlètes de haut niveau, on a tendance à leur faire réduire justement leur charge et leur dire de s'entraîner plus intelligemment. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour les athlètes amateurs, moi je dirais il faut bien faire attention à la récup, à la progressivité. C'est des conseils de base, et surtout c'est encore une brique de la récupération, c'est bien manger, bien dormir. Il y a plein de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour progresser, regarde mes données, etc. Juste mange bien, dors 8 heures par jour. Parce que tout le monde pense que ça passe uniquement par l'entraînement, mais non, ce sont tous les à côté qui comptent aussi. Et surtout quand on a une vie d'athlète amateur, c'est-à-dire une vie remplie avec une femme, des enfants, un boulot et des bières le soir avec les collègues, honnêtement, il faut faire super attention à cette récup parce que c'est une vie qui est traumatisante. Donc faut vraiment faire attention à ça. Est-ce que chaque coureur a un plafond de verre ? Ou est-ce qu'un amateur, là tu parlais des élites, c'est un peu particulier puisque les données sont tellement poussées qu'ils savent à peu près où ils sont et quelles allures ils peuvent atteindre. Est-ce qu'un amateur qui se dit « moi j'arriverai jamais à passer sous les 3 heures au marathon », c'est une idée reçue qu'on peut casser grâce à l'étude des données et à une amélioration et une optimisation de l'entraînement ? Moi j'y crois pas du tout au plafond de verre. Je pense que c'est juste l'effort que l'athlète est prêt justement à mettre dans son entraînement. Donc, c'est l'investissement personnel. Exactement, mais ça peut être sur plein de trucs, et je pense qu'il faut en fait arriver à ces plafonds de verre. On le voit avec même les athlètes jeunes élites qui disent ok, je regarde pas du tout la nutrition, déjà je m'entraîne, j'arrive à un petit plateau, là je vais regarder la nutrition. Enfin, en fait c'est comme dans un jeu vidéo, on vient débloquer un peu des trucs, et en fait le dernier niveau c'est un peu le niveau la data, et d'avoir dans des tests beaucoup plus précis. Mais honnêtement je pense que si tu te sens prêt à plus dormir, à partir 2 semaines par an à faire des stages d'entraînement, c'est que des petits détails qui vont faire que tu vas casser tes plafonds de verre au fur et à mesure. C'est de l'investissement. Mais ça demande énormément d'investissement, pas forcément que financier, mais des compromis avec ta vie de famille, etc. Donc non, honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas. Et si tu mets, ou même par exemple juste l'alcool, on va dire un truc débile, mais le fait de dire est-ce que j'ai envie d'aller passer, l'alcool c'est une des pièces actionnables que tu peux faire justement pour aller casser ce plafond de verre. Est-ce que tu as envie de le mettre en œuvre ? Et ça se trouve en fait tu es toujours attaché à ta petite bière du samedi soir ou au dîner de famille, etc. Donc honnêtement c'est juste des compromis en mode où est-ce que tu trouves ton plaisir, et je pense que le plus important ça reste de trouver du plaisir dans ta pratique. Les données les plus souvent utilisées pour les podcasts comme nous, pour les entraîneurs de course à pied, etc., c'est la fréquence cardiaque, forcément. C'est aussi la donnée du seuil. On parle beaucoup de seuil dans RMC Running. Est-ce que ce sont 2 champs de données qui sont prioritaires pour toi aussi ? Est-ce que la fréquence cardiaque, c'est le meilleur marqueur pour déterminer les zones d'allure, la charge, la récupération et aussi une prédiction de performance sur une distance ? C'est pas la meilleure. Il y en a plein d'autres vraiment meilleures pour les pousser ça, mais c'est une des plus accessibles. Et honnêtement, Johan, quand tu dis que les 2 choses que tu avais il y a 20 ou 25 ans, c'était une montre juste avec le temps et un capteur de fréquence cardiaque, déjà un immense respect parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de ceinture de fréquence cardiaque au torse ou au bras. Pour toi, c'est essentiel ça ? Mais c'est même pas essentiel, c'est juste que
quand quelqu'un me demande est-ce que tu peux discuter avec moi, est-ce que je peux te donner quelques conseils, je lui demande d'abord est-ce que tu as une ceinture de fréquence cardiaque ou un brassard, ou un brassard, ça va. Et s'il me répond non, je dis désolé, c'est pas fiable. On est d'accord que le capteur sous la montre, c'est pas fiable. Exactement. Oui. C'est intéressant pour voilà, mais par contre c'est pas, avec le niveau de précision qu'on a, nous c'est pas fiable. Et je préfère dire non, je suis désolé, moi c'est mon prérequis pour discuter avec quelqu'un, c'est qu'ils aient justement ce genre d'outils. Tu me disais c'est bien, mais c'est pas non plus le meilleur. Quels sont les meilleurs alors, les meilleures données? Par exemple le lactate, c'est vraiment intéressant en fait. Mais le lactate c'est pas très accessible. Mais bien sûr, mais 100%. Mais c'est juste dans un monde idéal, en fait, on aurait un capteur comme ça. Mais non, mais c'est juste qu'il y a un peu de délai sur la fréquence cardiaque. Elle est aussi assez sensible justement à la fatigue et à la température. Mais du coup, moi, ce que je viens faire, c'est je viens utiliser la fréquence cardiaque, mais une valeur dérivée de la fréquence cardiaque. Donc, c'est-à-dire, je viens la débiaiser, donc la corriger avec justement la température qu'il fait, avec l'altitude qu'il fait, etc. Et du coup, en fait, quand je prends un output de fréquence cardiaque en sortie, si Tom a couru à Argentière ou s'il a couru à Loughborough en Angleterre, justement, je viens venir corriger un petit peu. Et donc ça m'apporte quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais donc, quand tu as un athlète qui va sur une course, tu regardes les prédictions météo, admettons, la veille, et tu te dis, bah voilà, à mon avis, avec l'entraînement qu'il a fait, avec la météo qui est prévue, il fera ce chrono. C'est comme ça que ça se passe ? Ouais, complètement. Il faut vraiment prendre toutes les choses en commun, et notamment la météo, c'est fondamental, le terrain, etc. On vient être hyper précis sur la course en elle-même. Ce qui nous rassure pour le moment, Johan, c'est que... Alors lui, il le dit scientifiquement, mais nous, ce sont tous les conseils qu'on donne. Hein. S'il fait chaud, évidemment, le rythme de la course sera moins élevé, etc. Tout ça, c'est des conseils qu'on répète au fur et à mesure et à longueur de mois dans RMC Running. Hein. Exactement. Donc, si un scientifique vient appuyer nos propos, c'est qu'on n'est pas si mauvais. Mais c'est vrai que c'est super important de regarder. La météo, ça, pour le jour J, c'est quand même très important. Mais pour revenir à la fréquence cardiaque, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours étudié et toujours je regarde toutes mes sorties, j'analyse effectivement, et après tu corrèles ça avec la chaleur, l'altitude et tout ça, et c'est vrai que ça te donne quand même ça te donne pas mal d'infos. Je pense que pour rebondir là-dessus, ce que tu dis, Johan, c'est super important. Il n'y a rien de rocket science sur le fait de dire que la température impacte beaucoup justement l'effort. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de calculer combien. C'est le AO en fait. Et c'est à quel point justement ça impacte. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un truc qu'on va pouvoir justement avoir en commun. C'est comment est-ce que cette recherche, on va pouvoir la faire un peu ruisseler vers le grand public. En fait, c'est important de parler de grand public et de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces conseils. C'est en mode, combien de degrés, ça impacte combien, et du coup, à quel point tu dois réagir. Donc c'est vraiment ça qui peut être intéressant dans nos discussions. Parce que toi aussi, tu peux adapter la nutrition, l'hydratation à la météo qu'il fera, l'allure, tout est impacté par le temps qu'il va faire, et comme ça tu peux vraiment réajuster le plan que tu as prévu pour ton athlète. Rien que par exemple la température, ça vient changer le taux de sweat, de transpiration. Donc ça typiquement c'est des choses qui vont changer la quantité d'eau qu'on va transpirer, et du coup la quantité d'eau qu'il faut boire, et du coup c'est la concentration qu'on met dans les gourdes, parce que il faut respecter ça pour que ça soit bien ingéré. Donc c'est vraiment des détails, mais qui sont pas des détails au final. Si on parle d'une préparation marathon pure et dure, parce que tu n'es pas uniquement focalisé sur trail, je précise que toi c'est tout le champ de la course à pied notamment que tu étudies. La préparation marathon, toi tu dis toujours il faut une précision sur les allures travaillées à l'entraînement. Ça c'est fondamental pour aller chercher son objectif. Toujours travailler les allures cibles, ne pas aller trop vite ou trop lentement, parce que quoi qu'il arrive, le jour J, ça vous portera préjudice. Quoi. 100%. Mais en fait, c'est une précision qu'il faut s'astreindre justement. Mais on parle de précision quoi ? À la seconde, tu te laisses une marge d'erreur ? Comment tu fonctionnes ? Pour un coureur amateur, je pense. Ouais, mais déjà, les seuils, c'est pas fixe. C'est pas un BPM en particulier. Donc, on peut avoir une plage de 3, 4, 5 BPM, mais au moins de savoir justement travailler à ces allures-là, donc à 5 BPM près, c'est vraiment important. Le seuil, tu le calcules au battement par minute, donc à la fréquence cardiaque, plutôt qu'à l'allure de course. Il y a les deux en fait. Quand tu fais ton truc, tu donnes à l'athlète justement sa fiche récap avec tout ça. Et donc oui, c'est en fonction de ce qu'il a besoin d'utiliser. Moi, je pense que l'allure, c'est intéressant, sauf que vu que tu fais le test sur tapis, que tu as ce masque qui te bloque un petit peu, et en fait, c'est plus intéressant de les donner à la fréquence cardiaque, qui est une donnée qu'il pourra regarder et qui là pour la coup va pas trop changer. Et sur une prépa marathon comme ça, comment tu fonctionnes justement l'utilisation des données, la charge d'entraînement et tout, comment tu établis le plan comme ça avec un athlète amateur alors ? Moi, je travaille peu avec des athlètes amateurs. Chez Enduro, c'est ça. Chez Enduro, on est 6 maintenant dans l'équipe, et du coup, il y a un peu cette vocation d'aller apporter cette expertise. Moi, j'avoue que je me concentre beaucoup avec les athlètes
de très très haut niveau pour créer cette expertise et après justement la faire ruisseler. J'ai déjà beaucoup de boulot là-dessus, mais comment est-ce qu'on fait? En fait, on va juste réussir à comprendre qu'est-ce qu'on peut réussir à mettre en place avec lui, donc en termes de charge de travail, etc. On va pouvoir regarder ça. La motivation aussi, tu parlais de la précision. En fait, pour moi, la précision, c'est aussi un tue-l'amour dans le running. Et en fait, moi, surtout quand tu es amateur, mais il n'y a rien de plus insupportable de regarder, on dit ok, je suis à tant de BPM. Et pourtant, on le fait tous. Hein. Pourtant, sur une sortie longue de marathon, de préparation, on est tous fixés sur la montre à regarder est-ce que je suis dans la bonne allure, est-ce que je suis dans la bonne zone, etc. Ça c'est parce que je pense, après, toi, tu as des perfs exceptionnels, Johan encore plus, tu vois. Mais honnêtement, je trouve, après c'est peut-être mon côté un peu trail, moi je viens de la montagne. Oui, c'est ça, c'est que j'ai un peu mon côté état d'esprit trail, exactement. Et du coup, moi j'avoue que après, non, mais c'est quand on fait un 2,45 qu'on est obligé de toute façon de s'y fier. Et je pense que tu as mis tellement d'énergie et de sacrifice là-dedans que en fait tu es prêt à faire ce petit sacrifice supplémentaire de regarder ta montre tout le temps. Mais pour quelqu'un qui va faire 3h30 ou 4h ou plus que ça, en fait, je trouve que il faut garder quand même un peu cette partie de plaisir. La course, ça reste aussi de la déconnexion. Et tu vois, je donnais des conseils d'entraînement à ces deux sœurs qui sont venues se faire tester. Et j'aurais dit, juste, ne regardez pas toujours la montre, juste, il faut faire ces 3 séances de F parce que il faut faire un travail sur cette série-là. Mais par contre, tu peux garder une séance complètement désorganisée où tu cours justement sans te prendre la tête. Pour te faire plaisir. Et ça, c'est super important. En tout cas, pour le très amateur, il y a le amateur comme toi, là pour le coup, en fait, ça se rapproche plus de l'élite, mais le très amateur, pour le coup, il faut justement garder cette partie de plaisir. Ouais, et ça aussi, on le donne souvent comme conseil, Johan, le lâcher prise comme ça sur certaines séances et savoir se faire plaisir, même dans une prépa spécifique, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr, ça c'est ce qu'on dit, surtout pour les coureurs débutants et tout ça qui sont pas non plus, voilà, qui cherchent pas la perf. Moi, c'est encore différent de Benoît parce que voilà, moi c'est mon métier, donc je me dois d'être ultra perfectionniste, ultra carré et faire attention à tout. Effectivement, le débutant, il faut qu'il garde cette notion de plaisir et de temps en temps faire du fractionné, s'il a envie de courir vite sur une séance et de se faire plaisir. Il faut que ça rentre dans un plan d'entraînement qui soit cohérent, bien évidemment, et tout ça. Mais pour les entraîneurs, construire un plan qui soit aussi ludique et qui permette à la personne de mettre ses chaussures et de kiffer mettre ses chaussures et de se dire ah non, encore je vais me faire chier à l'entraînement. Effectivement, là c'est pas cool, c'est pas comme ça qu'on progresse. Qu'est-ce que tu penses de la cadence de course? Est-ce que ça c'est une donnée importante? Oui. Le nombre de pas par minute? Ouais, c'est important. La réponse route et la réponse trail seront pas la même. Je pense qu'en trail, c'est assez intéressant et surtout, nous on travaille beaucoup sur la technicité. Donc, en fait, réussir à déterminer la technicité du terrain, déjà d'une part, et surtout l'appétence à la technicité de la personne qui va courir dessus, parce qu'on est tous pas égaux par rapport à ça. Quand on parlait de Kylian Jornet tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose qu'un coureur qui vient de la route ou qui vient des allures assez rapides. Techniquement, Kylian Jornet, c'est hallucinant. La capacité technique à monter, à descendre. Parce que, mais en fait, il s'est entraîné comme ça depuis qu'il était tout petit. Il a un pied qui est juste. Et ça, à travers les données, tu arrives à le voir. J'ai pas les données de Kylian Jornet. Même s'il les rend publiques souvent, à travers son partenaire Coros. Bien sûr. Mais souvent, les données c'est plus des données de pied, ce qu'on appelle les stride length, donc la longueur de foulée, la cadence, le fly time, donc le temps de vol du pied. Ça c'est intéressant, le temps de vol du pied. C'est fou ça. Le GCT, le temps de contact au sol, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas et qui seraient hyper intéressants à... Qu'est-ce que ça te donne comme donnée, justement, le temps de vol du pied? Comment tu utilises cette donnée? Ça va donner, en fait, ça me permet de déterminer la technicité. Donc en fait, on le corrèle justement à la vitesse sur la partie en question et sur la fréquence cardiaque qui est déployée par l'athlète justement pour atteindre cette vitesse-là. Du coup, grâce à ça, en fait, on réussit à déterminer si le terrain est technique ou pas, et si on a déjà une indication sur la technicité du chemin, sur est-ce que la personne est résistante à la technicité ou non. D'accord. Et ça te permettra de lui fixer des objectifs et des allures d'entraînement notamment. Et un objectif pour la course aussi. Oui, mais c'est en fonction du profil de la course. Oui, surtout sur la course, justement, de ne pas aller trop vite sur une portion qui est technique parce que je sais que lui, il va en souffrir. Et du coup, si je le force à aller trop vite, il va se mettre dans le rouge, notamment en descente, ça c'est super important. Et du coup, il va être bloqué là-dessus. Si tu accompagnes un coureur sur le marathon de Paris, tu sais que le deuxième semi est plus dur, donc tu vas adapter des portions et tu vas dire qu'il faut adapter la cadence, le rythme cardiaque et l'allure aussi. Surtout l'allure. En fait, je pense que la promesse des mathématiques, c'est justement cette précision, en fait, c'est cette finesse dans l'analyse et de se dire, effectivement, tu as cette bosse supplémentaire, tu as les ponts sur lesquels tu dois passer. Mais en fait, ça, c'est tout bête. Tu vas dire, c'est 4 mètres, c'est rien du tout, c'est 4-5 mètres de dénivelé. Non, pas du tout. Ça va vraiment impacter. Du coup, il faut le réfléchir justement dans ton plan de course.
Un spécialiste comme toi, qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un qui a un compte Strava, qui a un compte Garmin, Coros, peu importe, Suunto ou quoi que ce soit, qui regarde ces données comme ça, brutes, et qui se dit mais je sais pas quoi en faire. Tu vois, Ouais. ok, il y a ma fréquence, il y a ma cadence, il y a le temps de contact au sol, il y a tous ces trucs-là, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je l'analyse? C'est une blague que j'aime bien faire, mais moi j'appelle ça des cimetières de données. Donc, ça, D'accord, ok. 99% est inexploité. C'est ça, bah ouais. Non mais vraiment, c'est hyper intéressant et c'est très sexy, mais en fait personne ne sait l'utiliser. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment. Bah c'est comme, c'est tout bête, mais quand tu as un ordinateur, je pense que tu sais utiliser 5 ou 10% de ton ordi, quoi. Enfin, tu sais rien faire. Ouais, complètement. Ouais. Sauf que là, c'est plus frustrant parce que c'est ta passion Ouais, bien et sûr. tu as les données à côté. Mais qu'est-ce que je lui répondrais? Je lui répondrais télécharger notre intégration Enduro. Non, en fait, c'est tout bête, mais moi, c'est ce que j'essaie de Enduro, faire. c'est Enduro, à la fin, c'est AW. Hein, ouais, c'est ENDURAW. Et tu formes les gens, en fait, à analyser les données. Bah, en fait, c'est ça. Moi, j'adore travailler avec les élites, etc. Mais je me dis comment est-ce que je peux avoir un impact un peu social sur le monde et comment est-ce qu'on peut faire profiter de tout ça aux gens. Et en fait, ce que je fais, c'est un truc que j'adore, c'est la théorie du ruissellement. C'est trickle-down theory, c'est tu vas réussir à utiliser tous tes paramètres en fait pour toute la technologie qui était développée chez les professionnels pour justement le grand public. C'est un truc que j'avais pas mal aimé avec par exemple je crois il me semble que c'était on serait jamais allé sur la Lune s'il n'y avait pas genre les pays, la Russie et les États-Unis, enfin l'URSS c'est les États-Unis qui étaient en guerre, bien sûr. Et du coup je pense qu'on n'aurait jamais des Starlink actuellement si on n'avait pas eu cette expertise justement technologique qui était poussée par quelqu'un d'autre. En fait c'est un peu le ruissellement. C'est la densité qui fait la performance, quoi. C'est la confrontation qui permet d'aller chercher. Oui, en fait c'est l'allocation de budget pour une cause qui est autre, qui est réutilisée en fait. Et un autre exemple, je crois que c'était le microwave, le micro-ondes qui avait été inventé par l'armée ou utilisé par l'armée américaine justement parce qu'ils avaient besoin de donner des repas chauds à leurs soldats dans le désert. Et en fait, ça a été réutilisé par tout le monde. Et après, tout le monde c'est devenu grand public et ça s'est démocratisé. Ouais. Et du coup, moi, c'est ce que j'essaie de pousser. Donc, il y a beaucoup de boulot, de temps, d'énergie, de sueur, d'argent aussi qui est développé là-dessus. Et en fait, je me dis comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour le grand public. Et en fait, on a développé une intégration là sur Strava. En fait, tu as juste à te connecter sur Enduro. Et en fait, sur chaque sortie de Strava, on vient te mettre... corriger l'allure. Exactement. Et du coup, le coup, il a bien révisé. Il est. Là, tu sais que quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc? La première fois que j'ai vu sur Strava, c'était le Strava de Guillaume Ruel que je suis, qui fait du 100 km. Et la première fois où il a publié, j'ai vu effectivement qu'il y avait un truc qui corrigeait ses allures en fonction du vent, de la météo. Et donc, effectivement, je suis vite allé me renseigner, savoir ce que c'était. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on y adhère sur Strava? En fait, faut juste, tu vas sur Enduro Report sur Internet. Donc tu te connectes, tu te crées un compte, tu lis ton compte Strava et en fait on vient te donner le coût du vent, du dénivelé, de la température, etc. Okay. Et ça c'est un truc qui est fondamental pour moi. Donc c'est une analyse fine de la sortie que tu viens de réaliser. Exactement. Ouais. Okay. Et en fait ça te permet de comparer. Il y a un truc que je trouve complètement fou, c'est des gens qui viennent me dire ah mais regarde j'ai perdu 10 ppm, je comprends pas, je sais pas quoi. Je regarde juste, il y en avait un qui a couru 3 mois avant où il faisait 17 degrés et l'autre jour 24 degrés. Ouais. Mais c'est évident. Genre, il faut pouvoir comparer des pommes et des pommes. Ouais, bien sûr. C'est ce que dit Scott à chaque fois. Mais il faut vraiment comparer des choses qui sont comparables. Et du coup, même, c'est tout bête. Mais imagine, tu fais une sortie sur les quais où tu montes un tout petit peu à Montmartre à 80 mètres de D+. Bah, en fait, mais forcément, tu vas avoir une allure qui est plus faible et tu vas dire oh, bah non, mais je suis plus nul. Bah non, il faut juste comparer les trucs et on te permet de les comparer de cette manière. Et donc, en fait, c'est un espèce de dashboard où tu peux un peu te balader, comparer tes stats et vraiment d'avoir des choses qui soient vraiment actionnables. C'est ce qu'on essaie de faire sur le côté grand public. Toi, le data scientist, tu estimes que les montres sont hyper performantes? Les montres d'aujourd'hui sur le marché, tu te dis c'est un outil fabuleux ou c'est la même chose que ce dont je te parlais, c'est comme on ne sait pas analyser les données, bah, finalement, il y a beaucoup de gadgets pour pas grand-chose. Moi, je trouve ça fabuleux. Elles sont fiables, ces données de GPS, d'allure, de fréquence cardiaque, oui. Pas tant. Si le GPS c'est quand même énorme pour en fait calculer même la charge, le volume, etc. En termes même de temps de comment ça s'appelle temps de récupération? Non, pas temps de récupération, mais même les données de pied. Donc je te disais de ground contact time, etc. Vous entendez, il touche sa montre en même temps. Je suis en train de regarder ça en direct. Il y a les petits bips qui s'affolent. Ouais. Non, mais les données de pied, elles sont quand même relativement intéressantes grâce à la montre. Et je me dis que même si la personne ne l'utilise pas, on l'utilisera dans 2 ans ou dans 3 ans. Et du coup, ça c'est un truc fondamental. Il faut commencer à capter de la donnée même si on l'utilise pas, parce que
on a besoin d'historique de données phénoménales. Là, tu vois, avec NutriPure, je travaille avec Quentin Fillon-Maillet. Ouais, bien sûr, le biathlète. Un athlète de biathlon, multiple champion olympique, etc. Très, très, juste monstrueux, et moi, mes idoles de jeunesse. Là, tu as des VO2 max solides avec les biathlètes. Hein. Ils sont costauds. Ah ouais, là, c'est sûr. Eux et les fondeurs, c'est sûr. Les fondeurs, ils ont 3 poumons. Ah, je ça sais fait pas. peur. Ça fait peur. Je crois qu'ils ont un poumon caché ici. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et en fait, lui, du coup, il m'a donné ces données. Il avait des données depuis 2003 ou 2004. Ah, donc lui aussi était déjà passionné de ça. Et, Juste pour vous dire à quel point, et ça, c'est une richesse qui est phénoménale pour moi parce que ça me permet de construire sur quelque chose de solide, tu vois. Si je prends un athlète qui me dit, ok, bah Joseph, j'ai envie de travailler avec toi, mais j'ai pas de données. Mais en fait, je vais mettre 3 ans à construire tout parce qu'il faut que j'ai des sorties à 40 degrés, à moins 5 degrés, à allure vite, allure lente, à 0 d'altitude. Et ça, c'est en une année, on peut pas réussir à faire autant de tests et avoir autant en revanche, si je viens vers toi et que j'ai toutes mes données, c'est beaucoup plus facile à analyser pour toi. Mais c'est exceptionnel. Enfin, c'est le cas d'usage où en fait, c'est génial. Et l'appli de la montre se suffit. Toutes les données les exports, emmagasinées par les montres, ça te suffit. Bah, c'est déjà relativement intéressant et moi c'est la deuxième grosse étape de mon protocole. Ouais, ok. Donc qu'est-ce que tu donnes comme conseil justement? Coureur lambda, je veux analyser mes données, je veux trouver ce qu'il y a au-delà d'enduro sur via Strava. Qu'est-ce qu'on va analyser prioritairement pour savoir si on est dans les bonnes zones, si l'objectif fixé est le bon et si on est sur le droit chemin, quoi. Si on est en pleine vérité ou si on se ment à soi-même et on a un objectif pas assez ambitieux ou trop ambitieux. Je pense que la répartition de l'intensité d'entraînement en fonction des zones, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc pour vérifier que tu es dans ton modèle, ça dépend le modèle que tu as choisi, mais vraiment de respecter pas trop de trop forte intensité, d'avoir un maximum justement qu'on parle de zone 1 ou zone 2 en travail. Et ça honnêtement, je trouve que les athlètes, surtout amateurs, ils ont tendance à pas mal se mentir à eux-mêmes. C'est bon, je fais de l'EF, t'inquiète pas. En fait, tu vas regarder leurs données et en fait, il en fait pas autant que... déjà, c'est pas de l'EF. Le premier problème, c'est souvent pas de l'EF. Le deuxième problème, c'est même ils pensaient avoir fait plus de F alors qu'en fait, ils n'ont pas fait plus de F que ça et il faudrait qu'ils en fassent plus. Donc vraiment, justement, les charges d'intensité, c'est assez cool. Et surtout, encore la progressivité et ce travail, ils font ça pas mal aussi. C'est très grand public, donc ça se trompe. Mais par exemple, les charges, le calcul de la charge et justement le calcul de la... je sais plus comment les minutes intensives, tout ça. Non, c'est un truc qui a pas mal sur TrainingPeaks, c'est la charge, j'ai plus le truc, acute de charge, donc la charge accumulée là-dessus. C'est pas la charge accumulée, c'est la charge justement sur la semaine ou sur les 2 semaines. Ouais, tu reçois la notif le lundi matin. Ah, vous étiez dans la bonne zone, ah, vous étiez hors zone, ah, vous avez beaucoup bossé, machin. Ouais. Et ça, c'est super intéressant en fait de se fixer là-dessus parce que si on est trop haut, 1 semaine, ça va pas être trop grave. 2 semaines, ça va pas être trop grave. Mais par contre, si on passe à 3-4 semaines, là, pour le coup, on risque de se blesser. Ouais, d'accord. Et en fait, on risque souvent de se blesser, pas pour la 3e semaine au-dessus de sa charge, mais juste pour la première séance qui a créé des dommages qui, en fait, vont pas pouvoir se répéter là-dessus et se réaliser. Ouais. Donc, il y a ça qui est super important. Et sur les données, justement, en fréquence cardiaque, de voir comment est-ce que à une même séance d'intensité, d'allure, on vient justement avoir une fréquence cardiaque. Et ça, pour le coup, c'est fondamental, je pense, de réussir à avoir une espèce de petite boucle qui soit assez classique. En fait, c'est vraiment le tour de son quartier, un truc qu'on aime bien, un 8 km, un 7, un 10 km. Et en fait, on va le faire relativement régulièrement pour réussir à deviner un peu son niveau et du coup à avoir justement une évolution sur plusieurs années. En fait, comme ça, on peut comparer quelque chose de comparable. C'est exactement le même parcours, c'est exactement le même jour de la semaine potentiellement à la même heure. Et en fait, on vient comparer directement toutes ces datas. Ok, et comme ça, tu te fies aux sensations, l'allure que tu as réussi à tenir, etc. Et là, tu vois ta progression ou ta régression. Ça peut arriver aussi, forcément. Et un dernier truc aussi sur la progression qu'on peut avoir, il faut pas faire seulement attention aux sensations qu'on a. Et en fait, de temps en temps, on a l'impression qu'on est fatigué, etc. Mais c'est normal parce qu'on est dans un gros cycle de travail. Et en fait, la progression, elle n'est pas du tout linéaire. Tu peux passer 3 mois à bosser comme un fou et en fait, penser que tu progresses pas trop. Mais en fait, dès que tu vas faire ton tapering, tu vas réussir à faire un super temps. Donc, il faut justement aussi penser que ton coach, je sais pas si c'est la personne qui se coach en elle-même, mais a fait les choses de manière à ce que le jour J, tu sois le meilleur. Et du coup, tu vas forcément passer par des phases où tu vas être moins bon en performance. Et ça, justement, il faut l'accepter et pas perdre espoir à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant, Johan, de te dire, parfois je travaille, je vois pas les résultats immédiats, mais il faut garder en soi la conviction que
on est en train de progresser, d'accumuler comme ça de l'entraînement et que ça finira par payer quoi qu'il arrive en course, quoi. Bah, l'entraînement, c'est quand même une vision sur le long terme. C'est pas si quelqu'un démarre la course à pied et se dit: Mmh. «Dans 15 jours, je veux courir en moins de 40, alors qu'il fait, 50 minutes au 10K», c'est pas possible. C'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, ouais, c'est de la vision sur le long terme et c'est des projections et des objectifs qui doivent être, quand même planifiés sur plusieurs semaines, plusieurs mois et effectivement, des fois, bah, tu as des phases de développement général. Par exemple, en ce moment, moi, je suis vachement, beaucoup de renfo, beaucoup de muscu et tout. Bah, c'est chiant, c'est un peu lourd, tu sais que ça paye pas, tu fais pas de borne, tu fais 90 kilomètres sur Strava, mais tu sais que quelque part, bah, ça va payer parce que derrière, tu auras une base solide, tu auras un socle solide et quand tu vas commencer à mettre des allures et de l'intensité, ton corps, il va être capable de répondre et justement, je serai plus solide, plus puissant, etc. Et donc, effectivement, il y a une partie d'entraînement comme ça qui est un peu invisible où des fois, on se dit, ouais, je j'ai pas l'impression de progresser. Or, malgré tout, à partir du moment où on fait les choses bien et où on fait, ce qu'on pense qui est juste ou ce que l'entraîneur pense qui est juste, bah, effectivement, ça payera un jour ou l'autre dès que derrière tu mets les choses en place, ouais. Tu arrives à quantifier l'incidence du renfort sur l'entraînement? Nous, on l'utilise beaucoup pour détruire. Enfin, du coup, le renfort, c'est quelque chose, mais la muscu lourde, on l'utilise justement pour détruire les muscles et en fait, D'accord. Ouais. non, mais en fait, c'est super important parce que sur des ultras, Ah, tu crées de l'adaptation, quoi, c'est ça? ouais, en fait, on vient énormément détruire les fibres et du coup, si je veux faire une séance où il va vraiment travailler, il faut faire 60 bornes, 70 bornes pour justement arriver dans l'état de fatigue dans lequel on veut le mettre. Mmh. Et justement, en fait, c'est beaucoup plus facile de lui mettre une énorme séance de muscu le matin et de lui donner seulement 30 km. Et en fait, à la fin des 30 km, tu vas réussir à retrouver l'état de Ouais. fatigue dans lequel tu voulais retrouver 70 km C'est aussi. ça. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise pas Alors mal. tu as optimisé le temps, finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Alors Ouais. que tu as optimisé le temps, en fait. Ouais, 100%. Et surtout, moi, ma hantise, c'est la blessure. C'est justement comment est-ce que Ouais, bien j'essaie sûr. d'éviter la blessure. Ouais. 70, c'est sûr qu'il va se péter. Et du coup, mon but, c'est de dire comment est-ce qu'on peut être plus intelligent là-dessus. Ou Ouais. même, en vrai, c'est débile, mais tu dois faire une séance de 70, mais en fait, tu fais 40 et 30 2 jours d'affilée. Musculairement, justement, tu vas avoir le même type de dommage, mais par contre, au niveau traumatique, ça va être moins important parce que tu auras la nuit oui. pour récupérer. Donc, en fait, c'est que justement de l'intelligence là-dessus. Ouais. Comment est-ce que tu réussis à recréer ça? Et sur le renfort particulier, c'est fondamental, ouais. Pour, déjà, pour être bien, pour réussir à être bien gainé, le sport, c'est dangereux, entre guillemets, parce Ouais, bien que sûr. tu mets ton corps dans des Surtout états... ces sports-là, d'ailleurs. Exactement, ouais. Ah, surtout, Et, ouais. et du coup, ça te permet de vraiment rester même bien dynamique, etc. Moi, c'est le deuxième gros pilier de mes 7 facteurs de performance, c'est vraiment l'entraînement technique, vraiment de tout ce qui est proprioception, tout ce qui est économie de course. Ça a énormément passé justement par ces séances de renforcement musculaire. Et je dis souvent, en fait, son économie de course, on va la travailler justement en courant, et ton corps, il va se dire, ok, je vais être le plus économe de cette manière. Sauf que c'est quelque chose qui va prendre 4 ans ou 5 ans, Ouais. parce que il faut qu'il se rende compte exactement de quel muscle il a besoin d'avoir pour être plus gainé, fort, etc., et avoir un meilleur transfert justement de puissance. Et du coup, en fait, la muscu ou le renfort, ça va permettre en fait de gagner énormément de temps, mais même potentiellement 1 ou 2 ans de course à haute intensité pour justement te dire, en fait, j'ai besoin de ce muscle que je travaille 10% pendant que je cours. Là, je vais travailler 80%, donc je vais gagner justement du temps par rapport à ça. Ouais. Et donc ça c'est vraiment puissant. Et c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant de t'écouter. Ce qui me rassure, je te le dis, c'est que ça conforte les idées qu'on prodigue et les conseils qu'on prodigue dans C'est vrai. RMC Running depuis Bien sûr. des mois. Le défi que je vais te fixer arrive. Attends, juste un truc. Vas-y. Et Yoann qui dit ouais, je fais seulement 90 km par semaine. Il faut surtout pas écouter les gens comme Non, ça. Restez avec vos 30 ou 40. Mais Non, prenez t'inquiète votre pas. temps, c'est vraiment ce que je dis. Bien sûr. On met 3 ans au moins à atteindre 60-70 km par semaine quand Bien on sûr. part de zéro. T'as raison. C'est des adaptations à 5 ans pour la course à pied. On peut se le permettre, et Yoann peut se le permettre parce que ça fait 20 ans qu'il court. Toi, tu peux le permettre parce que ça fait t'as une énorme base d'entraînement. Mais par contre, il faut au moins 3 ou 4 ans Non, bien pour sûr. que le corps réussisse à gérer même un 60 bornes semaine pendant 10 semaines. Et c'est important de ne pas se mentir à soi-même sur les objectifs qu'on se fixe. C'est Bien pas sûr. parce que le pote vise 3h15 au marathon que vous allez pouvoir le faire juste en le suivant et en l'accompagnant à l'entraînement. Ça n'a rien à voir. En Bien fait. Il y a plein de choses comme ça à adopter. Avant que je te lance le défi, tu m'as parlé de 7 piliers. Ça m'intéresse. Quels sont tes 7 piliers alors? Parce que tu m'as dit, là, ça fait partie, c'est mon 2e, 3e pilier. Est-ce que tu peux nous réciter tes piliers comme ça? Les 7 piliers de la performance, ça c'est quelque chose qui est très personnel, c'est ce que j'ai fait pendant ma master thesis, donc il n'y a rien de global, c'est pas du tout accepté par des gens. C'est ta vision à toi de l'entraînement. C'est ma vision à moi. Ouais. Et je te pose la question à l'envers, qu'est-ce que tu mettrais dans les 7 piliers? Yoann, t'as le droit de répondre aussi. Vas-y Yodu, toi t'es plus calé que moi, c'est toi le maître Yodu. Alors en 2, c'est le renfo, c'est ça?
Ouais. Bah, il y a la récupération. Ouais. La récupération, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La récupération, on met le sommeil et tout ça dans la charge dedans. Le profilage de l'athlète, savoir un peu, Ouais. ses points forts, ses faiblesses, et tout ça, non? Ouais. Je peux essayer aussi? Vas-y. Moi, je mettrais. Donc, vous avez la récup, le renfort. Je mettrais la charge, l'équilibre charge et tu vois, la charge d'entraînement aussi, parce qu'il faut forcément se rentrer dedans pour aller optimiser le potentiel. La motivation personnelle. Ah, il y en a, voilà, j'allais le dire. Celui-là, on n'a pas parlé, le mental et la motivation. Je le mets dans. Ouais, mental, ouais. Ouais, la tête, c'est sûr. La régularité de l'entraînement. Ça, je le mets dans l'entraînement aussi. Ah, tu le mets dans l'entraînement aussi. Bon, vas-y, donne-nous tes Donc, non, mais c'est vraiment intéressant à faire comme exercice et ça vous montre aussi la puissance. Moi, j'ai une vision très holistique de la performance, donc une vision très globale. Bien sûr. Où je me dis, mais en fait, ça sert à rien d'aller juste faire de la physio ou juste faire du renforcement musculaire. Il faut tout mettre en œuvre pour aller chercher ces quelques pourcents. Et quand tu vas chercher une médaille d'or olympique au bout, tu es obligé d'avoir mis ça en place. Le premier, du coup, c'est vraiment l'aspect physio. C'est le moteur, la machine, justement. Donc, justement, la charge d'entraînement, etc. Le deuxième, ça va être tout ce qui est plus musculaire. Donc, comment est-ce que tu fais de la proprioception, du renfort, techniquement être bon dans ton sport. Ça, notamment dans les sports de collectif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé. Troisième, ça va être, comme tu l'as dit, la recovery, donc tout ce qui est récupération, le chaud, le froid, les massages, le kiné, etc. Nutrition, hydratation. Bon, ça, je vous fais pas de dessin. Ouais. La partie mentale, donc ça, c'est tout ce qui est la tête, le prépa mental, comment est-ce que tu es aligné avec tes objectifs, et notamment avec la théorie du gouverneur central, le cerveau, etc. Sixième, tout ce qui est gear, équipement. Ouais. Donc c'est les chaussures plaques carbone, c'est les bonnes chaussures, le cooling, donc le refroidissement de l'athlète, en vélo l'aérodynamisme, la torsion de tes skis en ski de boss, enfin des trucs comme ça. Et le septième, c'est tout ce qui est stratégie, donc ça va être le pacing de course, l'allure de course, ça va être la planification de saison, ça va être l'analyse des concurrents. Pas pour les athlètes amateurs bien sûr, mais voilà, c'est de réussir à comprendre, et ça c'est plus le rôle du data scientist, de justement réussir à faire des stratégies, à mettre en place des stratégies, et qui vient un petit peu orchestrer tous les autres facteurs de performance. Bon, on n'était pas si loin, Johan. Ouais, on n'a pas ouvert à tous les sports, c'est pour ça qu'on s'est un peu planté. Mais voilà, on avait quelques piliers quand même. Justement, sur ce sujet-là, la nutrition, on est tous égaux, ou là aussi il faut adapter, et c'est individuel, la façon de se nourrir pendant un effort, pendant une course. Non, on n'est pas tous égaux. Mais parce qu'on a les lieux communs, je te dis, de marathon, de le gel toutes les 30 minutes, 1 gramme de glucides par... Ah, ça le rend fou, ça y est. Il faut arrêter de penser ça. Mais non, mais même le monde n'est pas égalitaire. Enfin, il faut arrêter de penser à l'égalité à chaque fois. On peut parler d'équité, etc. Mais non, on est tous différents et on va tous manger quelque chose de différent. Bien sûr, c'est cool de dire un gel tous les 30 minutes parce que au moins on a fait passer un message de il faut manger. Pour moi, c'est juste le message il faut manger. Mais j'imagine que tu vas pas partir sur marathon à 2h45 à Valence avec ce genre de plan de nutrition. Il aura du jambon serrano au samedi, c'est parfait. Moi je partais sur un gel toutes les 30 minutes. Mais c'est une vraie partie difficile de l'entraînement, c'est vrai. Ça commence à me faire peur cette discussion. Oh là, ça y est, ça le temps. Ok. Non, mais effectivement, on est tous très différents. Et comment trouver la bonne, ce qui nous correspond en fait alors? Il faut. En fait, ce qui est intéressant, c'est. Tu sais, dans ton corps, tu as 2 sources d'énergie, les CHO et fat. Donc, les CHO, les glucides, et les fat, les lipides. Et en fait, il faut réussir à comprendre à quelle est justement ta consommation et le ratio entre ces 2 sources d'énergie. Du coup, c'est une des choses qu'on fait avec le test VO2 max, justement. En fait, tu as ton capteur d'O2 et ton capteur de CO2 qui sont des indicateurs justement de la consommation du glucide ou du lipide. Et en fait, à chaque plateau d'intensité, moi, ce que je te conseille de faire, c'est faire un test où tu te dis, ok, je me mets à allure de 45, je te mets le masque pendant 10-15 minutes, on va te calculer ton ratio CHO-FAT et on va te dire exactement combien de glucides tu consommes. Et du coup, si tu les consommes, tu vas être obligé, justement, c'est une équation mathématique où tu dis, il faut que tu prennes ça en plus. Donc, on va te calculer ce que tu fais, il faut que tu manges exactement précisément. Ensuite, tu vas le tester quand même sur le terrain pour voir si tu es capable. Parce qu'après, il faut l'assimiler. Ouais, c'est ça. Exactement, complètement. Il va me sortir 6 gels par heure, j'aurais envie de vomir. Non, pour le coup, et ça, c'est hyper important, il y a l'aspect mathématique, et il y a aussi l'aspect terrain derrière. Donc, c'est-à-dire que je te donne un plan, et tu dis, tu vas te dire, il faut absolument que je teste pour voir si ça passe.
Tu vas tester, première sortie ça va passer, deuxième c'est ce qu'on appelle le gut training, c'est tu faut que tu t'entraînes à manger et en fait au fur et à mesure si tu vois que le marathon ça passe 3 semaines avant, t'es à l'aise avec ça, t'es ok avec ça, bah tu dis bah ok bah dans ce cas tu passes là-dessus. Je trouve ça génial mais c'est pas très accessible à tous. C'est-à-dire que là tu vois tu ouvres un hub comme ça, un labo à Paris 2 jours mais il y a peu de gens qui ont accès à un test VO2. Ou qui se donnent les moyens de le faire. Ouais, mais c'est pas accessible. Mais justement, mon but, c'est de montrer que ça va être de plus en plus. Tu vois, là, on va ouvrir quasiment tous les mois un labo à Paris. Ouais. C'est des tests qui sont relativement chers. Tu vois, c'est 170 €, 160 €. Ouais. Tu vois, c'est un investissement. C'est un investissement, mais en vrai, quand tu mets 1000 balles dans une montre, quand tu mets 100 € dans un truc, 300 € dans des pompes. Dans le dossard. Oui, exactement. Mets 100 € pour connaître ta quantité de glucides. Non, ce que je voulais dire, c'est comment une personne peut trouver justement son bon grammage alors qu'elle va pas faire ce test, tu vois. Bah dans ce cas, il y a du ressenti. Ouais, la deuxième truc, c'est tu manges un maximum. En fait, on mangera jamais assez, je pense. Et du coup, en fait, tu vas manger le maximum à l'entraînement et tu vas voir à l'entraînement qu'est-ce qui passe ou qui passe pas. Tu vas au max de la limite, quoi. Ouais. Quand tu vomis, t'arrêtes. Non, mais pas autant. En vrai, t'as plein d'étapes avant de vomir. C'est comme quand tu bois de l'alcool, t'as plein d'étapes où ça va mal avant de vomir. Donc, honnêtement, Non, il faut juste voir qu'est-ce qui passe. Est-ce que tu es à l'aise justement en termes de GI, donc de troubles gastriques. Donc tu as juste à faire ça et honnêtement, juste s'entraîner un peu plus manger. Mais c'est vrai que sur un marathon, 30 grammes ou 40 grammes, je pense que surtout quand tu es à haute intensité comme ça, et en vrai, même sur un marathon en 6 heures, parce qu'en fait, 6 heures, c'est énorme. Bah, bien sûr, l'effort est fondamental. Bien sûr. Donc pour le coup, je pense qu'il faut augmenter un petit peu par rapport à ça. Oui. Ok. Les GI, pour moi, c'est soldats américains. tu m'en veux pas. C'est gastro-intestinal disorder. T'as un peu de temps en ce moment ou pas? Non. Non. Sur les prochaines semaines, pas trop? Non. Pourquoi faire? Parce que moi, j'ai envie de te lancer un défi aujourd'hui. Tu sais qu'on a démarré l'opération Valencia. Il n'y a pas que moi qui vais à Valence comme ça le 7 décembre. Tu sais ce qu'on fait? On emmène 4 champions. 4 champions de haut niveau, mais qui viennent de sports différents. Okay. On emmène Laure Malodou, championne olympique de natation. Okay. Arnaud Clément, finaliste de Grand Chelem en tennis. Nasser Boigny, champion de France cycliste et vainqueur d'étapes sur les grands tours. Et Anthony Mounier, champion de France de foot avec Lyon, qui a une longue carrière, qui est passé par Nice, Montpellier notamment. Les 4 viennent avec des objectifs différents. Laure, elle veut finir son premier marathon. Arnaud, il veut passer sous les 3 heures. Il a fait 3h40 secondes, le pauvre. Voilà. Imagine, c'est fou. L'année dernière. Anto, lui, je pense il a fait 2h58 ou 59, donc je pense qu'il veut se rapprocher des 2h50. Et Nasser, qui veut devenir le cycliste le plus rapide de l'histoire sur marathon, 2h28. Voilà. Oh là là. Donc des objectifs magnifiques. Grâce au partenaire Coros, on va monter un hub comme ça de données Coros où on pourra les suivre toutes les semaines. Est-ce que tu peux nous aider comme ça à optimiser leur potentiel, à fixer leur bon objectif, leur bon pacing pour qu'ils aillent au max de leurs possibilités le jour J? C'est assez sexy comme proposition. Je te laisse réfléchir si tu veux. Ouais, non, mais très intéressant. Je trouve ça très cool. En vrai, honnêtement, il y a un côté assez média. En fait, moi, je suis assez fan de... C'est cool d'être le data guy dans sa chambre qui fait que coder, qui adore les mathématiques. Mais en fait, si on n'utilise pas tout ce travail justement pour le grand public, je trouve que... nous, c'est tout l'intérêt, en fait. C'est de mettre en avant des champions, voir comment eux s'adaptent à la difficulté d'un marathon alors qu'ils viennent des sports différents, et permettre à ceux qui nous écoutent de pouvoir s'identifier aussi. Valence, c'est particulier, parce que c'est très perf, c'est pour ça qu'on a choisi ces profils-là. En revanche, quand on fait le marathon de Paris, on va chercher des objectifs qui vont de 3h15 jusqu'à terminer le marathon. Tu vois. Donc là, on accompagne des gens et on donne des conseils en fonction de ça. Tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais ça m'intéresse pas mal. Il faut juste qu'on en discute un peu avec les équipes pour voir la charge de travail bien élevée. Mais non, et puis en fait, il faut rendre les data et les maths cool. Tu vois. Enfin, pour moi, le mathématicien dans ma tête, c'était vraiment le gars avec des petits. J'ai des lunettes, je dis pas le contraire, mais vraiment un mec très geek, etc. Et là, pour le coup, je pense que la data, c'est trop stylé. En vrai, c'est juste fou, c'est fascinant. Il y a le côté un peu média aussi qu'on peut avoir, de se dire comment est-ce qu'on met en lumière des trucs. Et moi, il y a un truc que j'adore. Avec Enduro, on fait pas mal de stats sur Instagram, etc. Et en fait, moi, mon truc, c'est comment est-ce qu'on compare les athlètes de haut niveau? Comment est-ce qu'un cycliste et un coureur, on va pouvoir les comparer? C'est qui le plus fort? C'est Pogacar ou c'est Kipchoge? C'est sur le triathlon. Ils avaient sorti ça avec Léon Marchand. Poggi, c'est sûr, parce que sur le vélo, c'est fou. Largement. Ouais, non, mais même, c'est parce que je sais pas s'il sait nager, mais il sait aussi courir. Enfin, il sera vraiment bon. Ouais, bien sûr. Van der Poel est hallucinant d'ailleurs.
Donc non, honnêtement, on y réfléchit quand même. Non mais bien sûr, c'est pour te changer un peu et pour te titiller, parce que j'imagine que tu aimes bien les défis, d'ailleurs je l'ai bien senti, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa d'analyser leurs données à eux comme ça, de le démocratiser un peu et de dire, par exemple, je sais pas, à Arnaud qui vise moins de 3 heures, mais que finalement s'il s'entraîne bien, il peut aller chercher les 2,50 quoi. Tu vois, pourquoi pas. Non mais carrément, ça peut être une belle étape. Et ben on te laisse réfléchir, Joseph. En tout cas, c'était passionnant de t'écouter. Merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Merci. C'était pas mal, hein, Yodu, on s'est régalé. Hein. Comme d'habitude, très intéressant. Je t'aurais bien mis Yodu dans la boucle, mais je pense qu'il courra pas à Valence. Ça sera le coach. Mais toi, tu seras là. Moi je serai là, bien sûr. On porte haut les couleurs des RMC Running. Bien sûr. Et je sors d'un échec à Paris, donc je dois me rattraper. T'inquiète. Roule. Merci Joseph, en tout cas d'être passé. C'était passionnant de t'écouter. Merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil, même si vous analysez les datas quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.